Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous êtes satisfait du ralliement de Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Thierry Solaire à La République En Marche? Moi, je suis satisfait que notre majorité continue de s'étendre. On l'a toujours dit, on a une majorité qui n'est pas figée, on a un gouvernement qui n'est pas fermé. Ça a vocation à rassembler de plus en plus de Français d'abord, de responsables politiques de gauche et de droite ensuite. Olivier Dussopt nous a rejoint la semaine dernière et ça a vocation à continuer. Il a adhéré? Je ne sais pas s'il a adhéré. Peut-être le fera-t-il un peu plus tard. En tout cas, il se retrouve dans la politique de la majorité et il a envie de soutenir l'action du président de la République. Thierry Solaire a bien fait de lâcher la question? Oui, je pense que c'est la bonne décision. Il n'aurait pas dû se faire élire? Bon, il s'est fait élire au moment où il était dans l'opposition. Vous n'auriez pas dû voter Non, je ne crois pas. Moi, je ne regrette pas les choix qui ont été faits. Ça a tout de suite été très contesté parce qu'il n'est pas dans l'opposition. Oui, ça a été. Il y a eu une petite polémique, mais qui n'a pas beaucoup dépassé les murs de l'Assemblée nationale. L'enjeu, c'est qu'il y a toujours eu un poste qui était réservé à l'opposition. Thierry Solaire a rejoint la majorité. Il est normal que l'opposition puisse bénéficier d'un poste de questeur. Mais Édouard Philippe, lui, Premier ministre, n'est pas membre de En Marche. C'est pas bizarre? Non, je ne crois pas. Le sens de l'action qui est menée, le sens de la philosophie d'En Marche, c'est de dire qu'on est à un moment de notre histoire, on peut demander à des gens qui viennent de la gauche, de la droite, qui ne sont pas forcément adhérents de la République En Marche, de se retrousser les manches ensemble pour faire progresser le pays, transformer la France. Édouard Philippe n'a pas fait ce choix-là à ce stade, il le fera peut-être plus tard. L'essentiel, c'est que le programme du président de la République soit appliqué quand même. Mais il est le chef de la majorité. Institutionnellement, le Premier ministre est le chef de la majorité. Il est donc le chef de la majorité, mais pas membre du parti majoritaire. La majorité va plus loin que la République En Marche, puisque le MoDem est aussi membre de la majorité. Et puis, vous l'avez dit, il y a des ministres d'ailleurs qui sont dans le gouvernement qui ne sont pas membres de la République En Marche. L'enjeu, encore une fois, c'est que le programme du président soit appliqué. Et ça, Édouard Philippe s'y emploie chaque jour. Vous disiez, l'arrivée de Thierry Solaire et des autres est une preuve que le gouvernement s'élargit, que le Parlement, pardon, que le parti majoritaire s'élargit. Ce parti majoritaire, il s'élargit, mais il est d'une mobilisation assez faible. On a vu qu'au Congrès, qui a permis d'élire le délégué général, Christophe Castaner, environ 40% des parlementaires étaient absents. Est-ce que ce n'est pas la marque d'un parti qui fait de la politique un petit peu par hasard? Je ne crois pas. Moi, d'abord, l'essentiel pour moi, c'est que les parlementaires soient présents dans l'hémicycle pour voter les lois. Et en l'occurrence, on explose tous les records avec la République En Marche, puisqu'on a un taux de présence qui est historique à l'Assemblée nationale. On sortait d'une semaine budgétaire où la discussion du PLF s'était terminée dans la nuit, je crois, à la veille du Congrès. Tout de même, le premier Il y avait assez peu d'enjeux. Le premier endroit où on fait de la politique, où on élit son chef, pour la première fois de l'histoire de ce mouvement. Il y avait assez peu d'enjeux, puisque Christophe Castaner était le seul candidat. L'essentiel pour moi, c'est que sur le terrain, le mouvement puisse se mettre en ordre de bataille pour les échéances qui nous attendent. Et objectivement, les marcheurs, les militants, ils attendent de nouveaux objectifs, ils attendent qu'on les mobilise, et c'est ce que va faire Christophe Castaner. Vous avez été pendant des années membre du Parti socialiste, vous avez travaillé avec des députés socialistes, vous les avez aidés. Est-ce qu'il n'y a pas, à La République En Marche, un déficit de débat politique? Est-ce que c'est un parti politique en devenir ou est-ce que c'est quelque chose qui est normal dans un mouvement aussi jeune? C'est un mouvement politique nouveau. Et aujourd'hui, la doctrine politique de ce mouvement, c'est le programme présidentiel d'Emmanuel Macron qu'on est en train d'appliquer. Et donc pas besoin de débat? Aujourd'hui, on applique le programme. Mais donc, le programme ne durera pas 100 ans. Donc il y aura des débats. Ouais. Et il y aura surtout la nécessité de construire autre chose que le programme du président de la République pour la fin du quinquennat, pour potentiellement les années qui suivent. Et ça, c'est le rôle du mouvement. Ouais. Aujourd'hui, on est dans l'application du programme. C'est normal. On a été élus sur ce programme. Et d'ailleurs, les Français nous créditent le fait de tenir nos engagements. Il faut poursuivre là-dessus. Bon, alors il n'y a pas de débat dans le parti majoritaire. Il y en a au gouvernement. Je prends l'exemple du glyphosate, où on voit bien qu'il y a deux écoles qui ont été radicalement différentes et qui se sont même exprimées de façon différente. Nicolas Hulot et puis le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. D'abord, est-ce que la décision d'Emmanuel Macron d'appliquer une décision d'interdiction ou de remplacement du glyphosate dans les 3 ans est la bonne décision? Bien sûr que c'est la bonne décision. Malgré le fait que l'Europe dise 5 ans? Oui, il faut interdire le glyphosate. Ça a trop duré. Et en se posant en permanence la question des alternatives, alors qu'on sait qu'il y a des solutions qui sont proposées, en se posant la question de l'insécurité pour les agriculteurs, on ne pousse pas les chercheurs et on ne pousse pas les agriculteurs à se mobiliser pour trouver des alternatives. Vous disiez qu'il y avait une dissension, il y a en tout cas une position de la France qui est celle de refuser le renouvellement pour 10 ans. Et si l'Europe n'a pas renouvelé le glyphosate pour 10 ans, c'est grâce à la position de la France et c'est grâce notamment à Nicolas Hulot qui s'est mobilisé. Mais le glyphosate n'est pas interdit, ni même dans 5 ans. 5 ans, on réexamine le sujet et la France veut le remplacer dans 3 ans. Emmanuel Macron s'était engagé à appliquer toutes les mesures de l'Europe. Et là,
Il ne le fait pas. Mais la France peut être pionnière sur un certain nombre de sujets. On l'avait et donc vu il y a refuser quelques la années. règle de l'Europe. Oui, aller plus loin, aller plus loin et plus vite. Les agriculteurs ne sont pas tout à fait de cet avis. Il y a quelques années, vous savez, on se posait la question sur le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. La position de l'Europe était plutôt d'attendre. La France a été pionnière. Elle l'a interdit dans les contenants alimentaires pour enfants avant les autres pays européens. Elle peut être pionnière aussi sur le glyphosate. Encore une fois, il faut avancer. Ça fait des années qu'on se pose la question. Il y a des études qui ont été menées, des chercheurs qui ont proposé des solutions. Il y a beaucoup d'études contradictoires sur la dangerosité du glyphosate. Oui, et il y a ce matin dans le Figaro une interview du patron de l'agence sanitaire européenne qui est extrêmement clair sur le fait que lui défend cette étude qui regroupe les études des 28 pays européens qui vont dans le même sens. Ce qui est sûr, c'est qu'il il peut y avoir un doute sur un certain nombre d'études. Et il peut y avoir un doute, du coup, sur la réalité de la situation. Et donc, ce qu'il faut faire, non, il faut réformer la manière d'étudier les substances chimiques au niveau européen. Il faut la rendre plus transparente, il faut la rendre plus perméable au lobby, et il faut que ça soit incontestable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les loyers parisiens, ils étaient encadrés, une décision de la loi Allure, et cette décision parisienne vient d'être annulée par le tribunal administratif pour manquement à la loi qui prétend encadrer, si nécessaire, les loyers dans l'ensemble de l'agglomération. Est-ce que le gouvernement doit rétablir l'encadrement des loyers ? Le gouvernement a fait appel, l'État a fait appel de la... A annoncé qu'il ferait appel. Voilà, annoncé qu'il ferait appel de la décision. Il avait annoncé qu'il ferait appel sur l'île et ça n'a pas été fait. Bon, là, ça sera fait, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et pourquoi faire appel ? Pour pouvoir continuer à expérimenter ce dispositif dont on voit qu'il a des effets sur les loyers Mais qui n'enthousiasmait pas Emmanuel Macron pendant la campagne, il disait expérience. Il faut reposer... Vous dites vous-même expérimenter le dispositif. Oui. Mais je pense qu'on n'a pas de recul suffisant pour se poser la question de son maintien ou non. Je pense qu'il va falloir y réfléchir. Si on peut se donner encore un peu de temps pour regarder, c'est bien. Donc vous n'êtes pas sûr qu'il faille à terme imposer l'encadrement des loyers ou réimposer l'encadrement des loyers ? Il faudra poser un débat avec les Parisiens, les locataires, qui pourront montrer s'il y a eu un effet concret pour eux, avec les propriétaires qui doivent aussi pouvoir s'y retrouver, si je peux dire, et puis voilà, avec les pouvoirs publics. Mais je pense qu'il faut faire ça de manière posée et avoir suffisamment de recul pour le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est pour ça qu'il faut continuer à expérimenter le dispositif. Cécile Duflot est sortie d'un long silence ce matin pour dire qu'elle regrettait cet arrêt du tribunal administratif. Et elle expliquait que les loyers parisiens avaient baissé de 30 à 50 euros en moyenne. Je ne vois pas comment est-ce que la loi peut avoir fait baisser les loyers. Est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Alors, je ne suis pas un spécialiste des questions de logement. Ce que je comprends, c'est que cette loi a eu un effet pour un certain nombre de Parisiens qui ont vu leur loyer baisser. L'encadrement, ce n'est pas la baisse ? Oui, au moment où l'appartement était reloué. C'est-à-dire que ce n'était pas pour des gens qui sont aujourd'hui dans leur logement, si j'ai bien compris. Moi, je suis plutôt spécialiste des questions de jeunesse et d'enseignement supérieur. On va y venir. Mais en tout cas, oui, je crois que ça a eu un effet sur un certain nombre de Parisiens. Il y a des études qui le montrent. Vous êtes un spécialiste de tout ce qui concerne l'université. Il y a en ce moment une agitation, une inquiétude en tout cas chez un certain nombre d'étudiants à propos d'une affaire assez technique, la fin de la compensation entre les unités qui permettent d'avoir une licence. L'idée, c'est quand on est très bon dans une matière, on peut compenser le fait d'être moins bon dans d'autres matières, dans d'autres blocs de connaissances. Vous voulez supprimer ce système de compensation ? Moi, je dis trois choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants sont attachés à la compensation. Pourquoi ? Parce que ça permet de dire que tout ne se joue pas sur un moment, sur 2 heures de partiel, sur une matière, et qu'il peut y avoir un échec passager, un petit loupé, et qu'il ne faut pas que ça plombe, entre guillemets, la licence. La deuxième chose, c'est que la ministre Frédérique Vidal, contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre d'acteurs, n'a rien annoncé de définitif et n'a rien... non, mais l'étude se fait. Le travail se fait sur ce sujet. Le travail se fait, pourquoi ? Parce qu'on est en train de porter une réforme structurelle de la licence. On passe d'un bloc de 3 ans à une licence modulable, transdisciplinaire, pour permettre les réorientations, pour permettre à chacun de construire sa réussite. Et donc forcément, on se pose la question des règles qui seront appliquées. Mais moi, je suis attaché à ce que la compensation, ou en tout cas les règles qui entourent la compensation, elles se retrouvent dans le nouveau dispositif d'une manière ou d'une autre. Donc vous êtes pour la compensation ? Non, je ne suis pas pour la compensation. Mais pour les effets de la compensation ? Moi, je suis pour que tout ne se joue pas au moment du partiel. Je suis pour qu'on puisse dire aux étudiants que ce n'est pas 2 heures d'examen qui vont qualifier la réussite ou non de leur licence. Il faut que le travail tout au long du module soit pris en compte. C'est inquiétant, ce début d'agitation des étudiants ? Non, moi je ne crois pas, parce que cette réforme... En général, on surveille ça comme le lait sur le feu. Cette réforme, elle est juste. Elle permet de sortir du tirage au sort et de l'arbitraire. Elle permet de garantir la réussite de chacun à travers l'orientation, l'information au lycée et à travers justement la réingénierie de la licence, comme on dit. Et ça, les étudiants le voient et on voit depuis plusieurs semaines qu'il y a plutôt un soutien autour de cette réforme. À surveiller donc. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci.